Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. J'ai pu tester le Z Flip 4 durant un mois et pendant ce mois d'utilisation, est-ce que j'ai aperçu un grand changement ou de simples corrections face au Z Flip 3? Je vous dis ça de suite. Dans les faits, ce Z Flip 4 n'est pas la révolution du smartphone pliable. Loin de là, il est tout simplement l'évolution ou même la correction du Z Flip 3. Ces correctifs se font surtout ressortir sur les points essentiels, sur les points qui auront un peu gêné certains utilisateurs du Z Flip 3. Il est donc sur la même proposition avec la même image. Grosso modo, est-ce que ça vaut le coup de passer du Z Flip 3 au Z Flip 4? C'est une grande question. Dans tous les cas, cette image de fabrique est toujours aussi intéressante. Même si l'effet waouh n'est plus trop présent, notamment lors du déballage ou lors de la découverte du produit, si on a déjà testé un smartphone pliable, il est toujours aussi joli, mignon, et sa capacité est quand même plus qu'intéressante. Le fait de plier un smartphone, de le ranger dans la poche, qui ne prenne quasiment pas de place, il est simplement un peu plus épais, et de l'ouvrir et profiter d'un grand écran, c'est toujours très appréciable, du moins pour ma part, j'ai ressenti quand même une grosse différence à l'utilisation face à un smartphone classique avec la même taille d'écran. Pour ceux qui cherchent tout simplement la capacité et le confort d'utilisation, c'est toujours le modèle, du moins le format, le plus approprié. Certes, le smartphone est d'abord plus résistant, charnière, écran, pliure, les matériaux. Samsung utilise un acier qui permet donc d'éviter les rayures et qui résiste plus dans le temps. Ce cadre en acier est beaucoup plus plat et un peu plus raffiné, comme ce que l'on trouve sur les S22. Ça permet également de gagner un tout petit peu en prise en main. Et lorsqu'on ouvre l'écran, on sent la solidité de l'écran pliable. Lorsque l'on maintient l'écran, même pour chaque 90, 70, 60 degrés comme vous souhaitez, l'écran reste fixe. Il n'y a plus besoin de le mettre à 90 degrés pour être sûr qu'il tient convenablement. Samsung utilise également des matériaux différents. Un verre mat pour la version classique et un verre brillant pour la version Bispot. Le verre mat a quand même un effet très quali face au verre brillant. C'est un peu bizarre de leur part. La partie ouverte, lorsque l'écran est plié, eh bien, est moindre et ça permet de faire pénétrer moins de poussière. Par contre, il y aura toujours autant de traces de doigts sur le film de protection et lorsque vous l'ouvrirez pour prendre une photo avec la caméra avant, il faudra penser à le nettoyer très régulièrement. La pliure est toujours visible, moins de face, et ça c'est un très gros avantage. En plus de ça, elle se fait également ressortir, même si c'est un peu moins, mais le but est d'utiliser la partie basse de l'écran pour ne pas ressortir la pliure. Ça, si vous avez de très grandes mains, mais en tout cas ça n'a pas été le cas pour moi, ou du moins très rarement. L'écran avant s'est vu être agrandi, un tout petit peu, et il est toujours pratique. Passer de 1,9 pouces à 6,7 pouces en à peine 2 secondes, c'est vraiment génial. Il y a aussi deux haut-parleurs de très bonne qualité. D'ailleurs, sur ces haut-parleurs, j'ai été un peu déstabilisé parce que lorsque le smartphone est ouvert, vous avez les deux haut-parleurs qui fonctionnent, donc le son stéréo, et dès que vous le refermez, comme lors d'un appel par exemple, eh bien, il n'y a qu'un haut-parleur qui fonctionne. Et c'est un peu déstabilisant au début d'avoir cette transition auditive, et finalement, on s'y fait. Il est aussi certifié IP-X8, donc résistant à l'eau. Pas de souci pour l'utiliser sous la pluie. Il y a du Corning Gorilla Glass Victus pour la protection du verre. Un pinceau qui se fait quand même oublier, même s'il est un peu plus épais que ce qu'on peut trouver sur d'autres gammes chez Samsung. La petite chose qui m'a gêné également au quotidien, c'est le placement des boutons. Comme le Z Flip 3, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus bas. Il faut toujours aller chercher les boutons pour déverrouiller, monter le son, etc. Et c'est un peu ennuyant. Comme l'écran est quand même assez long et un peu plus large que le Z Flip 3, par moment, c'est un peu de la gymnastique pour aller les chercher. Cela dit, le lecteur d'empreinte digitale physique fonctionne bien mieux que le lecteur d'empreinte sous l'écran proposé sur les Galaxy S. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Une fois déplié, l'écran fait 6,7 pouces. Le taux de rafraîchissement d'image monte jusqu'à 120 Hz, donc c'est adaptatif ou 60 Hz. Ça permet aussi d'adapter le contenu, selon l'application, selon ce que l'on regarde, au taux de rafraîchissement adapté pour être moins énergivore. L'écran AMOLED est simplement excellent, c'est digne de ce que fait Samsung. Le contraste, la luminosité, enfin tout est présent pour vraiment apprécier et regarder une vidéo, sauf une petite chose. Il y a toujours les bordes noires présentes, et même si l'écran est dans un format plus intéressant que le Z Flip 3, eh bien, lorsque vous renierez une vidéo, par exemple, il y aura toujours des coupures. Légèrement moins présentes, mais ça peut couper un visage quand même. Par contre, pour regarder un film au format cinéma, là, il n'y aura aucun souci. Et l'écran externe est de 1,9 pouces, un peu plus grand. Maintenant, il y a quelques petites nouveautés. On peut intégrer 3 contacts. On peut interagir plus facilement, notamment avec les messages pour les réponses rapides. Mais
c'est bien de pouvoir customiser son horloge. C'est bien de pouvoir mettre des widgets pour consulter rapidement une information. C'est intéressant de ne pas ouvrir son smartphone à chaque fois pour obtenir une information. Et il est là le problème. C'est qu'avec le Z Flip 3, j'avais déjà énuméré ça et c'est le même problème avec le Z Flip 4. Il n'y a que quelques petites interactions. Or, des développeurs tierces ont créé des applications, des launchers spécialement pour cet écran externe où on peut répondre aux messages avec un clavier AZERTY. On peut consulter certains réseaux sociaux. On peut avoir le panel d'applications. Certaines applications compatibles pour la navigation. Il y a également YouTube ou même jouer à des jeux via ce petit écran. Je ne comprends pas le fait que Samsung ne développe pas ça. Il y a deux solutions. Soit Samsung prévoit un plus grand écran pour avoir plus d'interactions, comme ce que fait Motorola avec le Razr, soit Samsung se préserve des nouveautés pour le Z Flip 5, donc le prochain smartphone pliable. Et là, ça pose problème parce que le but de cet écran est clairement de se désintoxiquer du grand écran. Le but est d'utiliser le petit écran pour le minimum des tâches et le minimum que l'on puisse faire au quotidien sans avoir à utiliser le grand écran et se retrouver sur d'autres applications parfois sans s'en rendre compte et aussi consommer moins d'énergie. Le fait que ce point soit mis en avant et qu'au final ne soit pas utilisable, je trouve ça encore une fois carrément dommage de ne pas exploiter ça parce que même une montre connectée, on arrive à répondre au minimum à un SMS ou parfois naviguer dans certaines applications. Exemple tout bête, la dernière montre de chez Samsung, la Watch 5, fait la plupart des choses que je souhaite faire sur ce Z Flip 4, mais que je ne peux pas depuis ce petit écran. Par contre, c'est très utile pour la photo, pour avoir un retour, pour pouvoir utiliser les caméras selfie et pour les créateurs de contenu, se filmer justement avec ce retour ou même avec la caméra avant en pliant tout simplement l'écran et l'adapter à la vision que l'on souhaite. Enfin bref, il y a une partie quand même très créative sur la photo et je pense que c'est l'axe que souhaite mettre Samsung en avant, la photographie, la créativité avant l'utilité. Après, côté performance, on a tout ce qu'il faut, un Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui est moins énergivore que le 888. On a également 8 Go de RAM et j'ai la version 256 Go de stockage. Au quotidien, il n'y a rien à dire. C'est puissant pour aller sur les réseaux sociaux, naviguer sur le web, jouer à des jeux très gourmands sans aucun problème. Mais ce choix judicieux ne s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi la consommation d'énergie. Et celui-ci est moindre que son prédécesseur. Ce qui veut dire que le smartphone chauffera beaucoup moins et permettra de mieux gérer l'énergie consommée et donc gagner sur l'autonomie. Et cette autonomie a été augmentée. Dans les faits, il y a quand même quelque chose de visible, puisqu'on passe de 3300 mAh à 3700 mAh. Ça paraît peu pour beaucoup d'utilisateurs, mais c'est quand même très bien pour le format du téléphone. Et il faut le juger comme ça. Samsung a également augmenté la charge rapide donc de 15 à 25 watts. Encore une fois, c'est pas énorme. Dans les faits, l'autonomie est bien meilleure. En moyenne, j'ai tourné aux alentours de 5 heures d'écran allumé. Je dis bien autour en 120 Hz. Là où j'étais à beaucoup moins avec le Z Flip 3. Ce qui veut dire et ce qui prouve que si on utilise celui-ci assez régulièrement et plus fréquemment, on gagnera beaucoup plus en autonomie. Et ça prouve encore une fois l'intérêt de cet écran externe. Pour du GPS, pour de la réponse aux messages, pour de la consultation de mails, ou même autre petite interaction avec des applications. Soit vous ferez la journée d'utilisation assez facilement et en utilisation poussée avec ce Z Flip 4. L'interface de Samsung est bien intégrée pour ce genre de forme. Par contre, il y a quand même quelques bugs et quelques latences parfois lors du lancement de certaines applications ou lors de l'adaptation de certaines applications. C'est pas tout le temps, mais hormis ça, One UI est toujours top. Et on ajoute à ça le mode adapté au pliable, donc le mode flex. Comme expliqué pour la photo, vous pourrez plier et avoir donc sur l'écran du bas l'obturateur et le sujet sur l'écran du haut. Vous pouvez aussi regarder une vidéo YouTube, plier l'écran pour naviguer sur les commentaires ou utiliser deux applications en même temps. Pour le multi-fenêtrage, c'est top aussi. L'interface est adaptée pour certaines applications et pas pour beaucoup d'autres. En fait, vous allez avoir une deuxième partie d'écran avec une zone tactile qui vous permettra de naviguer, par exemple, comme dans la galerie. Et je donne un exemple tout bête, mais pour la retouche photo, ça aurait été bien d'avoir justement les options sur l'écran du bas et la photo sur l'écran du haut pour avoir l'aperçu tout en la modifiant. Et je pense que là aussi, Samsung devrait réfléchir à l'optimisation d'applications importantes avec ce double écran. On termine avec la photo qui est l'un des points les plus importants et qui avait un peu déçu quand même l'an dernier. Cette fois-ci, Samsung mise sur un capteur grand angle 12 mégapixels et ultra grand angle 12 mégapixels.
avec une caméra selfie de 10 mégapixels. Il y a un gap visible, c'est sûr et certain, c'est plus détaillé, c'est plus lumineux, on a de meilleurs contrastes et parfois un rendu un peu trop saturé. Certes, c'est moins bien qu'un S22, mais ce smartphone n'est pas dédié à la photo. En bref, les photos sont très dynamiques, vives. Ce sont tout simplement des photos réussies. L'HDR fait très bien son travail pour aller rechercher des éléments et le capteur ultra grand angle permet d'obtenir de très bons clichés, même si c'est un peu trop net. Il y a quand même une cohérence avec le capteur principal et dans certaines situations un peu moins. Le mode portrait est très bien géré, le détourage est vraiment bon, il est progressif. Par contre, le mode portrait avec le mode selfie, eh bien déjà, il faudra nettoyer assez régulièrement la caméra. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sous certaines expositions, ce sera limite brûlé ou il y aura un léger voilage. Il faudra toujours bien s'exposer pour obtenir une très bonne photo. Mais dans les faits, elle sortir vraiment bien et la qualité est limite aussi proche que la caméra principale. Ces deux capteurs permettront vraiment d'obtenir le meilleur de la scène. Le mode nuit est vraiment très bon, on n'est pas aussi bon que sur le Galaxy S22, mais il y a une ambiance qui est présente. Samsung met en avant la night photographie, mais je pense que c'est plus logiciel. On a une absorption présente de la lumière extérieure. Il y a quand même une très bonne recherche d'éléments, et c'est même assez bluffant de voir ça, alors que sur le Z Flip 3, on n'avait pas ça. Donc Samsung a fait un vrai travail sur la photo. Il y a un peu de lens flare également présent et sur la caméra ultra grand angle, eh bien ce sera bon. Et même si c'est détaillé et que l'ambiance de scène est présente, la stabilisation OIS présente sur l'un des capteurs et pas sur l'autre crée cette différence. Pour la prise de vue avec les caméras externes, notamment sur l'ultra grand angle, ce qui est dommage, c'est qu'on verra le bras ou certains éléments indésirables derrière. Donc l'écran n'est pas assez grand pour en voir plus, il est juste suffisant. Il y a également à prendre en considération le fait que on peut se cadrer, mais pas à 100%. J'oubliais aussi que lorsque l'on plie le smartphone donc pour se filmer avec la caméra avant, eh bien la visibilité de la scène se réduit. Il est également capable de filmer en 4K, 60 images secondes. Cette partie photo est quand même intéressante à voir face au Z Flip 3 et l'évolution que Samsung a su apporter. Que penser de ce Z Flip 4? Est-ce qu'il vaut vraiment le coup face au Z Flip 3? Je vous dirais que cette évolution est quand même assez minime. Si on veut un smartphone pliable pas trop cher, il y a le Z Flip 3. Alors forcément, il y a une moins bonne autonomie, les capteurs photos sont très bons, donc il peut convaincre. Et ce Z Flip 4 est là pour corriger surtout ces deux éléments qui étaient un peu en retrait sur le Z Flip 3. Sinon, l'effet waouh se dissipe, il n'y a pas trop de différence hormis quelques points de design. Samsung réitère la même recette qui fonctionne très bien à un prix un peu plus cher puisque le prix de départ est à 1109 € et qu'au final, pour moins cher, on a la même chose. Il n'a pas de défaut rédhibitoire face à son prédécesseur. Si vous souhaitez un smartphone pliable, compact et pratique, l'un des deux modèles que vous choisirez, vous devriez être conquis par le fait d'en posséder un. Et encore une fois, si vous voulez vous essayer au smartphone pliable, le Z Flip 3 est l'expérience la moins chère que vous pouvez avoir actuellement. On commence à sortir de la vitrine technologique et Samsung a réussi à combler quelques petits manques, mais pas au point de faire oublier qu'avant le Z Flip 4, il y avait le Z Flip 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Galaxy Z Flip 4 ou même du Z Flip 3 dans les commentaires. Ça m'intéresse. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis au revoir. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous.